Le 12h30. La suite. Il est 12h53 presque et c'est déjà la suite de votre 12h30 puisque ce jeudi sera adopté de manière définitive le nouveau code pénal en matière sexuelle. Il contient de nombreux changements avec notamment l'introduction de la notion d'inceste et une explication du consentement. Pour comprendre quels impacts cela va avoir, nous avons avec nous en plateau Caroline Dumoulin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate spécialisée en droit pénal et de la famille. On va parler ensemble donc de la question du consentement qui est évidemment la part importante de ce dossier. Est-ce que cette notion va permettre de faire aboutir les dossiers ? Alors, je ne pense pas spécialement que ça va changer en matière de preuve ou d'aboutissement. Maintenant, je pense que le fait de définir les notions va peut-être plus aider les victimes à se sentir plus fortes pour aller déposer plainte parce qu'il y a une série de définitions qui sont données et qui vont peut-être aider les victimes. Au niveau de l'aboutissement des dossiers, tout reste toujours en matière de preuve et ça reste toujours très compliqué dans ce type de matière. Donc du coup, maintenant, effectivement, il va y avoir une vraie définition. Il faut que la personne donne un consentement, en tout cas éclairé, explicite. Il faut aussi qu'il n'y ait pas de vulnérabilité de la personne. Donc tout ça, effectivement, c'est bien défini. Mais vous le dites, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent porter plainte. Il y a très peu de victimes qui font cette démarche-là. Vraiment, une définition, ça va permettre cette démarche ? Je pense bien parce que, alors il y a d'abord une définition assez large du consentement, sur ce que c'est, sur le fait que le juge garde quand même une certaine marge de manœuvre au regard des circonstances de l'affaire, c'est très important. Et puis il y a une série de présomptions qui sont données texto dans la loi. Et ça, je pense, c'est des choses qui existaient déjà dans la jurisprudence des juges, mais c'est des choses dont les victimes n'ont pas spécialement connaissance. Les victimes ne connaissent pas la jurisprudence des juges. Là, ici, texto dans la loi, par exemple, on va vous dire, si vous êtes inconscient, il n'y a pas consentement. C'est une présomption, c'est comme ça. Et donc, je pense qu'effectivement, une victime qui va peut-être plus facilement avoir accès à la loi qu'à la jurisprudence, oui, elle va être aidée dans son parcours en voyant ce type de définition. Alors, c'est vrai que là, vous parlez par exemple de quelqu'un qui aurait été drogué, ou en tout cas, vous n'êtes pas dans votre état. Par contre, on a pas mal parlé d'un partenaire qui retirerait le préservatif pendant l'acte, et donc, du coup, l'autre ne devient plus consentant. Ça reste la parole de l'un contre la parole de l'autre. Mais en fait, dans ces matières-là, ça reste très régulièrement la parole de l'un contre la parole de l'autre. Donc, par exemple, pour vous donner un nouvel exemple, il y a comme définition le fait qu'il n'y a pas de consentement si vous êtes endormi. Et malheureusement, comme on est dans le cadre d'un huis clos, une victime pourra dire « Non, mais en fait, moi, je dormais et on a profité de mon état de vulnérabilité parce que je dormais. » Et l'auteur va peut-être dire « Mais non, pas du tout, elle ne dormait pas, elle a donné son consentement. » Et donc, ça restera toujours... Ça ne va pas aider au niveau de la preuve, je pense. Mais, ce qui peut aider au niveau de la preuve, c'est que peut-être plus rapidement, les victimes vont déposer plainte. On change un peu de paradigme, c'est-à-dire qu'on part de d'abord, c'est la victime qu'on croit. Vous avez l'impression que c'est plus ça maintenant ? Alors, quand on regarde les travaux parlementaires, il y a eu toute une discussion sur est-ce qu'on renverse la charge de la preuve ? Et ça, c'est très important de ne pas le faire, parce que la présomption d'innocence doit rester quand même un des fondements de la justice. Mais il y a quand même, je pense, effectivement, une série de présomptions qui sont données pour les victimes, de dire dans tel et tel cas, il n'y a pas de consentement, point barre. Maintenant, il faut prouver que vous êtes dans tel cas, effectivement. Mais je pense qu'on accrédite un peu plus, oui, la parole des victimes dans le cadre de cette loi. Il y avait eu tout un débat aussi sur la question de la vie sexuelle pour les personnes handicapées. Qu'en est-il finalement ? Est-ce que ça a été protégé ? Alors, il y a eu, dans les travaux parlementaires, des débats sur le fait que on ne peut pas dénier aux personnes qui ont un handicap, que ce soit physique ou mental, surtout, je pense qu'on parlait surtout des handicaps mentaux, une vie sexuelle. Maintenant, à l'époque, à l'heure actuelle, on reprend encore le fait d'avoir une déficience mentale. Aujourd'hui, on utilise le terme de handicap, mais ça va toujours rester à l'appréciation du juge en réalité. Vous pouvez avoir un handicap mental et tout à fait consentir à un acte sexuel. Par contre, il se peut que vous ne consentiez pas ou que vous n'en ayez même pas les capacités. Et en général, ça ne ressort pas de la loi, mais ce qui se passe in concreto, c'est que le juge va être aidé par un expert qui va rencontrer la victime et qui va dire, en fait, le handicap est tel que de toute façon, il n'y aurait pas pu avoir de consentement. Donc, on protège la personne qui a un handicap sans toutefois lui dénier une vie sexuelle puisqu'elle peut consentir, évidemment. Donc, on a trouvé un équilibre. On cherche un équilibre et c'est un équilibre aussi sur le terrain chez les juges qui vont demander une expertise en général. Du cas par cas. Oui, au cas par cas. Et la loi est très claire là-dessus. C'est toujours, et la loi utilise les mots
au regard des circonstances de l'affaire. Très important, les travaux parlementaires disent c'est très important de laisser une marge de manœuvre au juge dans une matière qui est si sensible. On a parlé là de la notion du consentement. Pour les affaires de viol, les peines sont alourdies quand même de manière très nette. On passe notamment à 15 ans pour un viol au maximum au lieu de 10 actuellement. Et ça peut même aller jusqu'à 30 ans si c'est sur une personne mineure. Ça aussi, c'était quelque chose d'important pour les victimes. Et vous pensez que ça va inciter à porter plainte un peu plus? Alors, je pense que c'est important pour les victimes et les associations de se dire, ben voilà, le viol, c'est un crime, c'est puni. Ici, les peines sont doublées, les peines de base sont quand même doublées. Je suis pas sûre que ça va inciter spécialement, parce qu'on a toujours, malheureusement, une culpabilité, souvent chez les victimes, de se dire, je n'ose pas déposer plainte, parce que souvent, on connaît malheureusement son agresseur, en se disant, mais il y aura X années de prison, etc. Ça peut être peut-être un incitant, peut-être pour les auteurs, espérons-le, se réfréner un petit peu. Je pense que les notions définies seront plus importantes que l'augmentation des peines. Maintenant, c'est un signal fort pour dire on a entendu les associations, on a entendu les victimes, qu'effectivement, le viol est un crime plus grave que ce qu'on pouvait imaginer, entre guillemets, évidemment. Caroline Dumoulin, il y a également l'introduction de cette notion d'inceste. C'est important, évidemment, pour rendre justice. Mais c'est assez fondamental parce que, notamment, on a entendu des associations et on se rend compte que les concepts tels que l'inceste sont importants pour témoigner de l'histoire difficile de la victime. Maintenant, dans la loi, l'inceste ici ne recouvre que la personne mineure. Il y a une distinction entre l'inceste qui est la relation sexuelle imposée intrafamiliale chez un mineur qui ne peut jamais consentir et la notion d'agression sexuelle intrafamiliale qui vise ici les majeurs. Parce qu'on part du principe qu'un mineur ne va jamais consentir à une relation intrafamiliale, un majeur peut, c'est très très théorique, potentiellement consentir à une relation intrafamiliale. Et donc c'est une question de méthodologie de la peine. On a décidé de faire un choix de séparer, mais ici l'inceste ne va viser que les personnes mineures. C'est un peu peut-être maladroit parce que des personnes majeures victimes, mais dans le langage courant, sont victimes d'un inceste. Mais c'est un choix méthodologique fait par le législateur. Et donc à ce moment-là, c'est requalifié en viol simple. Par exemple, si une jeune fille de 19 ans a des relations avec son beau-père, par exemple? Non, c'est quand même une catégorie spécifique et plus sévèrement punie, puisque c'est dans le cadre de relations intrafamiliales et que quelqu'un de votre famille vous a agressé, c'est quand même à la base plus sévèrement puni qu'un viol classique, entre guillemets. On va dans le bon sens avec cette réforme, selon vous? Ça va vous aider, vous, dans votre travail? Alors, j'ai entendu des magistrats qui n'étaient pas spécialement contents parce qu'il y a une complexification des choses. C'est quand même très complexifié. Maintenant, je pense que l'intention est bonne de donner plus de poids aux victimes, oui. Merci beaucoup, Caroline Dumoulin, d'être venue pour ces explications. Merci. Vous êtes avocate pénaliste et donc vous nous avez éclairé sur cette réforme du code sexuel. Le projet sera voté cet après-midi à la Chambre, je le rappelle. Merci. Oui. Et puis dans cette réforme, il est aussi question de la prostitution. Elle reste non punissable. Seul le proxénétisme est interdit par la loi. Par contre, ce qui change, c'est le statut des prostituées. Les travailleuses et les travailleurs du sexe vont être justement considérés comme des travailleurs et donc pourront avoir un contrat. C'est une vieille demande des associations de prostituées. Camille Paillot a joint Dan, porte-parole d'UTSOPI, donc l'Union des travailleurs et travailleuses du sexe organisé pour l'indépendance. Offrir le service ou d'acheter le service, ça n'a jamais été illégal dans ce pays. Mais en fait, on avait des lois qu'on appelle abolitionnistes qui criminalisent toute tierce partie. Donc, ça veut dire que chaque personne qui fournit un service a une TDS, c'est-à-dire un comptable, par exemple, directeur de banque qui donne un compte bancaire, assurance. En fait, ces personnes qui encadrent le travail d'une TDS indépendante sont poursuivibles. Pour les personnes qui travaillent sous un gestionnaire, en fait, la politique de tolérance, ça va continuer à exister en ce moment. Jusqu'à quand il y aura un cadre de travail. Et les cadres de travail, c'est quoi? Ce sont des conditions à remplir pour les gestionnaires. Donc, en fait, dans ce projet de réforme, on ouvre la voie à travailler sous un contrat et ça ouvre aussi la voie à accumuler ou avoir des droits sociaux comme la pension, comme le chômage. En fait, il faut décriminaliser le secteur pour pouvoir
exiger des règles de comportement et des règles de conditions de travail. Et le détail du statut des travailleuses et celui du patron doivent encore être discutés par Pierre-Yves Dermagne, le ministre du Travail, et celui des indépendants, David Claraval.